Les formations qu'on donne ici à l'université sont des formations en neurosciences de l'éducation, ce qui veut dire qu'il est important qu'on puisse apprendre aux enseignants à se rendre compte d'expériences, d'expérimentations qui se font dans des laboratoires spécifiques où les enseignants-chercheurs sont outillés d'IRM, mais les enseignants ne sont pas formés pour lire ces résultats. En revanche, donc notre travail ici, c'est d'apprendre aux enseignants à entendre et à lire les résultats des neuroscientifiques et de trouver les meilleurs moyens d'application dans le champ pédagogique. Donc à la fois qu'ils comprennent ce dont il est question en termes théoriques sur le fonctionnement du cerveau et à la fois développer chez eux la capacité d'organiser des outils pédagogiques pour modifier la manière dont ils enseignent et faciliter les apprentissages chez les enfants. Alors ces contenus ne sont pas nouveaux parce que les neurosciences ne sont pas nouvelles. En revanche, l'application des neurosciences dans le champ de l'éducation, ça c'est nouveau. Alors c'est compliqué, ça a été compliqué de savoir précisément ce qui pouvait intéresser les enseignants dans tout le champ des neurosciences. Ça a été d'ailleurs le travail de l'OCDE que de cartographier dans le monde entier toutes les connaissances neuroscientifiques qui pouvaient intéresser le monde de l'éducation. Ça a pris du temps, ça a donné l'objet à un ouvrage absolument merveilleux que les enseignants peuvent lire, qui est d'ailleurs l'ouvrage de l'OCDE, donc qui a été publié en 22 langues. Donc cet ouvrage a permis de faire une synthèse de tout ce qu'on connaissait sur les apprentissages et les neurosciences dans le sens de l'application. Donc évidemment, il y a 10 ans, on ne pouvait pas intégrer ça dans le domaine de la formation des enseignants en formation initiale, tout simplement parce qu'on n'en savait pas suffisamment, en tout cas pas dans l'application. Aujourd'hui, on sait faire, on sait de mieux en mieux faire et aussi on s'est beaucoup trompé et on a beaucoup appris de nos erreurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut parler d'un plan de formation intéressant pour les enseignants, futurs enseignants, donc enseignants en formation initiale, qui sont d'ailleurs eux-mêmes complètement passionnés, très intéressés par cette question-là. Ce qui change dans les applications des neurosciences, c'est l'application, le regard, pardon, les applications, c'est le regard que les enseignants vont porter sur les élèves. Quand on sait ce qu'on sait aujourd'hui sur l'intelligence, quand on sait ce qu'on sait sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire ce qu'on sait sur la capacité du cerveau à modifier sa structure pour qu'il puisse s'adapter à son environnement, on n'enseigne plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait imaginer que tous les élèves étaient égaux à un élève et on enseigne de manière à ce que tout le monde entende le même message. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de cerveaux, des milliards de manières d'apprendre. Il n'y a pas 2 élèves qui apprennent de la même manière, d'où la nécessité pour l'enseignant de comprendre ce qu'est le cerveau, puis pour les élèves aussi. Ça, c'est un terrain d'application intéressant. Quand les élèves eux-mêmes comprennent que l'intelligence n'est pas fixe, qu'il y a une forme de plasticité cérébrale, eux-mêmes modifient la manière dont ils s'engagent dans les apprentissages. Ce n'est pas quelque chose qu'ils subissent, c'est quelque chose qu'ils construisent. Edgar Morin nous disait bien que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qu'on a à sa naissance, c'est quelque chose qu'on va construire au fur et à mesure de son existence. Donc l'enseignant a la responsabilité de la construction de l'intelligence chez les élèves, puisque justement il travaille avec le cerveau, il le formalise, bien sûr il participe à sa personnalité psychique, mais il participe aussi à la construction de son cerveau. Alors moi je crois que l'école du XXIe siècle changera vraiment quand elle acceptera que tous les élèves n'apprennent pas la même chose en même temps. C'est-à-dire une école où tous les enfants sont dans la même classe, au même âge, et font la même chose en même temps, au même moment. C'est complètement contraire à ce qu'on sait aujourd'hui, ou même incohérent par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement du cerveau, qui lui est dans un système de besoins. C'est-à-dire que les élèves ne font pas tous la même chose en même temps. Certains vont développer ce qu'on imagine être des compétences en mathématiques à 14 ans, vont le faire beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Ça n'en fait pas des surdoués, ça n'en fait pas des enfants en difficulté pour autant, ça fait des enfants qui se développent à un âge particulier. Quand l'école respectera cette évolution de l'enfant, ce développement de l'enfant, on aura fait un grand pas. Quand on aura compris aussi que, et ça va tout à fait avec ce que je viens de dire, que l'enfant
a besoin d'être dans la complexité. Ça veut dire que si les matières sont saucissonnées, n'ont pas de sens entre elles, on ne peut pas demander à l'enfant de donner du sens à ce à quoi on n'en a pas donné nous-mêmes en tant qu'enseignants. On ne peut pas l'inventer. Et donc, apprendre, c'est aussi apprendre dans des domaines particuliers, dans des domaines de compétences. Et quand de la même manière on évoluera, on fera évoluer le système scolaire par compétences, par domaine de compétences, on aura fait un grand pas. Mais je crois que l'éducation nationale aujourd'hui entend ça très très bien. Aujourd'hui, le nouveau socle commun est sorti et c'est vraiment ce que travaille l'éducation nationale. On est en train de changer. Je crois qu'aujourd'hui, on prend ce chemin-là, grâce d'ailleurs à des tas d'autres systèmes scolaires étrangers dont on est capable de se nourrir aujourd'hui.